On voudrait nous faire croire que la crise de la Covid solde un épisode du capitalisme et ouvre les portes du monde d'après et en accélère l'avènement. Le monde d'avant qui se meurt sous nos yeux, c'est celui du productivisme carboné et financiarisé, qui aurait placé la finalité de la valeur actionnariale au-dessus de toutes les autres, qui aurait fluidifié le capital à un tel degré que le lien des grandes entreprises au territoire se serait totalement distendu. Le monde d'après, c'est l'horizon de l'effondrement final pour les plus pessimistes, ou c'est celui qui romprait avec les dérives du précédent, pour le rendre plus soutenable, plus durable, qui replacerait l'environnement, l'humain, le territoire, les grands équilibres sociaux au cœur de sa régulation. C'est un grand classique, une histoire sans cesse répétée. Dans un monde en transformation continue, l'avant sur lequel nous portons soudain un regard dépassionné paraît définir un régime stable et fonctionnel, mais révolu. Le futur est l'horizon de l'idéalisation, du normatif ou au contraire des prophéties les plus sombres. Et entre les deux, le présent est toujours vécu comme un chaos, un déséquilibre non viable et au mieux une transition entre deux points supposés stables. Cette lecture récurrente du présent nous fait perdre de vue l'essentiel. Nous ne sommes pas aujourd'hui à la fin d'un monde, mais bien à son apogée. Croire que ce que nous vivons enterre le capitalisme financiarisé est une vue de l'esprit. Jamais au contraire, le grand rêve de la finance de marché de reporter les risques sur les autres agents, et notamment sur les personnes, et de s'immuniser contre les aléas de l'économie réelle, n'a atteint un tel degré. Si l'on voulait en avoir une preuve, il suffit de regarder les cours de bourse et tout ce qui a été mis en œuvre pour obtenir un résultat aussi improbable. Cette immunité a été conquise d'étape en étape, crise après crise. Sa première conquête des années 80-90 a été d'obtenir, en mettant à terre les syndicats, la variabilité des rémunérations et la flexibilité de l'emploi. Le détenteur du capital refuse de porter le risque d'une instabilité des profits et reporte l'incertitude sur les salariés ou un essaim d'emplois flexibles ou en freelance. Cette quête de la variabilité des coûts n'a cessé de gagner du terrain via l'externalisation des process et la plateformisation qui permet de reporter les ajustements sur la sous-traitance. Et elle franchit un nouveau seuil aujourd'hui avec le télétravail, qui permet à certaines entreprises de toucher du doigt le rêve du office-less, un monde merveilleux où même l'immobilier basculerait dans le champ des coûts variables, où le collaborateur fournirait son travail et la surface qui va avec, un nouveau degré d'ubérisation du monde. La grande conquête de la financiarisation du monde, c'est aussi d'intéresser les dirigeants à tout ce qui produit de la valeur actionnariale et fixe son attention sur la rentabilité à deux chiffres des fonds propres. Le RE, que l'on dit à 15% pour simplifier, demeure toujours à ce jour, et quelles que soient les secousses de l'économie réelle depuis 20 ans, l'objectif inaltérable des groupes cotés. Et tout a été fait pour y parvenir. Les actions ne sont plus un outil de financement. Tout ce qui contribue à la dilution de la valeur est prohibé. Bien au contraire, les groupes les rachètent pour doper les cours. La fair value permet de faire du levier de façon quasi invisible. En effet, la revalorisation des éléments intangibles des bilans accompagne la montée de l'endettement qui demeure stable en apparence lorsqu'on le rapporte à la valeur des actifs. Et peu à peu, et plus que jamais, les gestionnaires d'actifs sont devenus l'acteur pivot de la financiarisation. Ils ont atteint une telle taille critique, un tel degré de concentration que nulle entreprise cotée n'ose déroger aux objectifs financiers que ces fonds leur assignent. Ils jouent plus que jamais la concentration des secteurs. Pourquoi se priver d'une rente de monopole qui booste la valeur des titres quand on détient les prédateurs et les cibles ? Les banques elles-mêmes se sont tellement engagées dans le jeu du levier, on leur sort si intimement lié à celui des investisseurs, la menace de faillite en chaîne et d'emballement systémique est si fort que ce sont toutes les instances de contrôle et de régulation bancaire qui se retrouvent pieds et mains liés. Si elles ne fournissent pas la liquidité nécessaire aux grands gloutons financiers, si elles osent rehausser un tant soit peu les taux d'intérêt, c'est tout l'édifice qui s'effondre. Elles se retrouvent de fait assujetties à la loi des gestionnaires de fonds. Or, c'est bien ce monde-là qui est à son apogée.
Banque centrale et État marchent aujourd'hui main dans la main pour éliminer le risque de sinistralité qui serait coûteux pour la finance. Au final, c'est le contribuable des générations futures qui paiera pour l'immunité de la finance d'aujourd'hui. Et les fonds de gestion continuent à bien se porter. Ils ont plus que jamais la main sur les choix d'investissement, autrement dit, sur la construction du monde de demain.